Donc dans notre tête, c'est de partir avec ses Les voisins ont porté plainte. On sait comment elle sera meurtrière. À la dernière minute, ils ont annoncé qu'il y a la grève. Je suis français, je suis français, je suis français. J'ai mis la main devant la bouche. On t'a frappé en français. Aussi brutalement. J'ai coupé pour en faire des draps. accroché entre le ciel et la terre. Et ça ne sera pas possible de partir. Et combien Israël sera fragile à un moment. Il y avait un mur. Curieux. Pas le choix, il n'arrêtait pas de nous regarder. L'ennemi est le vengeur. C'est pour faire la révolution en Les France. gens étaient perdus. Il a commencé à travailler à Paris. J'ai appelé Élysée. Pour chercher des lits. C'est le pilote qui nous attendait à Kennedy. Ça allait être un voyage extraordinaire. Qui sommes-nous? L'orchestre voit les policiers entrer. La parole du rabbi, c'était à la lettre. Ah si, si. Lui, il avait des appels toujours vers minuit. Je ne sais pas si la caisse elle va rester là. Avec André Touboul, que nous, le rabbi, Il me fait un grand sourire au passage. Prendre le niveau. partout, tout le monde chantait. C'est quelque chose d'inimaginable. Combien elle va coûter de vie humaine. Au moment de la 5e interfemme, Une guerre était encore possible. on est parti avec un camion. Et c'est alors que la plus belle histoire du monde est arrivée. Il joue la Marseillaise. C'est la Marseillaise. Qu'est-ce qui se passe avec la Marseillaise? Et qui nous concerne nous particulièrement. Un voyage au cœur de l'hymne national français, la Marseillaise. Une mélodie extraordinaire qui résonne à travers le temps. Nous l'entendons dans tous les lieux, devant tout public. Mais quelle est la partie profonde qui lui donne sa force inébranlable? Une nouvelle perspective sur la Marseillaise, révélant ses secrets. Un hymne national qui devient un chant racidique que tout le monde connaît. Ce jour-là est un véritable tournant pour le judaïsme en France. Quelques dizaines de jeunes Français étaient présents. Ils témoignent aujourd'hui. Écoutez, quand Oulé il a commencé à travailler à Paris avec des Khevres, il y avait... C'est-à-dire, c'était l'occupation principale, c'était de faire des shiurim. Il n'était pas encore marié, il faisait des shiurim chez ses parents, rue des Francs-Bourgeois. Après, quand officiellement il est revenu shliach à Paris, et tous les dimanches après-midi, l'occupation principale du groupe, il tenait énormément à ce nom, parce que le rabbi lui-même l'a employé, c'était qu'il y avait des shiurim. J'étais à l'école Yabné. Moi, j'étais assis à côté de Binyamin Mergui. Un mercredi soir, il m'amène à la rue Duc avec mon ami. Moulé m'a très bien reçu, c'était très agréable. Bon, après on est parti. La semaine d'après, je reviens seul. Mon ami n'est pas venu. Alors il me reçoit, etc. Et il me dit, où est ton copain? Pourquoi il n'est pas venu ton copain? On connaissait les nouveaux, on se présentait. Plusieurs personnes qui venaient, à chaque fois, c'était c'est mon copain qui m'a amené, il y avait énormément de façons que les gens se rapprochaient du groupe. Moi, j'étais à Marseille. Et à Marseille, on avait un rabbin qui s'appelait le rabbin Layani. Et tout le temps, il nous parlait du rabbi de Lubavitch. Pour vous dire, j'étais avec mon ami André Touboul. Et la vérité, moi, personnellement, je ne comprenais pas qu'est-ce que voulait dire rabbi de Lubavitch, rabbi de Lubavitch. Il y avait une photo du rabbi. Et il nous disait, ça c'est le rabbi de Lubavitch à New York. Et bon, il nous disait toujours ça. Et puis avec André Touboul, on progressait un petit peu dans le Torah Mitzvot. On avait décidé pendant nos vacances, d'aller dans les yeshivas. Donc dans notre tête, c'est de partir à Aix-les-Bains. Et à ce moment-là, il y a une shlichut de plusieurs chassidim de Paris, des jeunes de Paris qui sont venus et ils nous ont parlé justement du séminaire. Alors à ce moment-là, Lubavitch, que le rabbin Léani nous disait toujours, c'est comme si qu'il nous avait mis une puce dans la tête sans qu'on sache. Alors tout de suite, on a dit oui, on a dit pourquoi oui, il nous a tellement parlé de Lubavitch, ces shluchim-là, ils nous ont tellement bien parlé que finalement, on est parti au séminaire à Brunois
dirigé par le Rav Asimov. Il y avait 1h30 de Niglé, comme à la yeshiva, comme au séminaire, comme à la yeshiva. Comme Moulay, c'était un chassid exceptionnel, alors bien sûr le rabbi se faisait ressentir dans tous les shiurim. Après chaque shiur, après quelques shiurim, les gens qui venaient, qui étaient là, ah mais on peut aller voir le rabbi. La pratique était qu'avant d'aller chez le rabbi, le responsable donnait au rabbi la liste de ceux qui voulaient venir, il l'envoyait, et il attendait la réponse du rabbi. C'était le rabbi qui acceptait. Et chacun disait, pendant cette période, chacun disait Télim, essayer de mieux se comporter, de mériter d'avoir la réponse. Autrement dit, aller chez le rabbi n'était pas une chose qui était aussi facile et évidente qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Donc il n'y avait pas beaucoup de Français. Mais comment ça se passait, comment on allait chez le rabbi au début? C'est que Moulay nous faisait un petit Fabragen chez lui à la maison, tout seul. Il nous a dit comment il fallait se comporter là-bas, quelle décision il fallait prendre. Avant 72 même, où on est parti, un groupe, presque à Minyan, on est parti par Londres chez le rabbi. Et Rav Moulay lui-même, il est venu nous accompagner à la gare du Nord avec une petite bouteille de mashké, une danse sur le quai de la gare du Nord. Et on a senti déjà que ça allait être un voyage extraordinaire. Je suis directement pratiquement là-bas, j'ai laissé mes bagages à l'entrée. Et dans la foule, je cherchais partout le rabbi. Puis il n'y avait pas d'Israël comme il y a eu les dernières années. Quand il n'y avait pas d'Israël, le rabbi pris en bas. Alors il y avait deux personnes devant. Il y avait le Chazan et il y avait le rabbi. Mais comme ils avaient le dos tourné avec leur talit, je ne savais pas qui des deux était le rabbi. C'est seulement quand le rabbi s'est retourné, alors j'ai reconnu par les photos, je reconnaissais le rabbi. Quand le rabbi il est sorti de la tfila, on m'avait conseillé de mettre près du passage du rabbi, quoi. Et quand le rabbi il m'a fait un signe des mains comme ça. L'année 1973, Tafshin Lamed Gimel, a été une année particulière. Pendant l'été de cette année, le rabbi avait demandé qu'on réunisse des enfants, qu'on leur fasse étudier la Torah, qu'on leur fasse faire la tfila et donner la tzedaka. Et le rabbi avait dit Mipi ollim veyonkim isadeta oz leashbit oyev mitnakem. C'est sur la bouche des enfants et des nourrissons que tu as fondé la force pour anéantir l'ennemi et le vengeur. Et donc, tous les chassidim, Chabad, ont ressenti qu'il y avait une forme de menace qui pesait sur le peuple juif et que le rabbi était en train d'enlever par la force des enfants juifs. Alors on s'est dispersé partout, à toutes les colonies de vacances, on allait dans les colonies de vacances et on récitait. On ne savait pas, le rabbi nous avait dit de faire comme ça, là on faisait comme ça. Je me souviens que le Rav Asimov, Zichrono Livracha, nous a envoyés dans des colonies de vacances. Moi j'avais à peu près 19 ans. Et moi je suis parti, il me semble, avec Benjamin Mergui. On est parti au château de la Versine. Et c'était un château qui était tenu par l'Osé. On a été là-bas, il y avait pas mal d'enfants. On leur a fait faire des brachot, on leur a mis des bonbons, des sucreries, on leur a fait faire les psukim. Cette guerre, personne ne la voyait venir. Les grands commentateurs, les analystes ne nous prévenaient pas du tout et Israël était encore ivre de sa victoire dans la guerre des 6 jours en 67, n'imaginait même pas qu'une guerre était encore possible. Ou en tout cas pas dans l'immédiat, pas si vite, pas aussi brutalement. Je me suis marié le Yud Gimel Elul.
de l'année Tafshin Lamed Gimel, c'est-à-dire c'était 73. Déjà, à cette époque, la situation était très chaude. Le dernier jour des Sheva Brachot, on a fait au local à la rue Lamartine. Et avant la fin du Brachot, on dit bon, on va tirer un goral pour Tishri. Et donc, tous les gens, ils participent au goral, etc. Et après, ils tirent le goral. Qui c'est qui gagne? C'est moi. Moi, j'ai attendu la dernière minute. J'ai attendu, bien sûr, l'autorisation de ma femme pour pouvoir partir. À cette époque-là, j'étais encore Bachour. Et je partais en général avant Tishri. Je partais à partir de Chayeloul. Rav Mollet m'envoyait à partir de Chayeloul pour m'occuper des appartements. On s'occupait pour organiser. Mollet m'envoyait toujours la liste de toutes les personnes qui vont venir. Je me rappelle, on a dû voyager à la montagne, où il y a les camps, pour chercher des lits. On est parti avec un camion et on a amené des lits, on a loué des basements, on a organisé. Et on mettait les serrures, il me donnait des rouleaux de tissu et je les coupais pour en faire des draps. Et il y avait un Américain qui était là aussi, qui branchait l'électricité. Et quand les gens venaient, je leur donnais les clés. J'avais des doubles de clés, je faisais des doubles de chaque appartement et je donnais à chacun une clé. Moi, j'étais déjà au 770. Pourquoi? Je suis devenu Khatan vers l'Akba Omer 1973. Et après, j'ai demandé au Rabbi si je pouvais l'étudier chez le Rabbi, jusqu'à mon mariage qui était fixé, Rosh Chodesh qui se lève. Cette année-là, on était une trentaine. Bon, pour moi, c'était la première année où j'étais chez le Rabbi. Donc pour moi, cette année aujourd'hui, c'est la 50e anniversaire où je suis venu, j'ai vu le Rabbi la première fois. Et c'était la deuxième fois que j'allais passer Soukot chez le Rabbi. Quand on passe une fois, on ne peut pas se passer de Soukot chez le Rabbi toute sa vie. Et c'est Daniel Uzon Zichro Ibracha qui s'est occupé de nous réserver les billets d'avion par Bruxelles. La compagnie, c'était la compagnie Sabena. Je me rappelle très bien que c'était le fils de Rav Grener qui m'a dit « Tu veux voir le Rabbi? Attends ici » et tu le vois. Et puis le Rabbi qu'on a tellement vu en photo, on le voyait en vrai. C'était quelque chose c'était quelque chose de vrai, en face de nous, le Rabbi qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup vu en photo, on a étudié, etc. Et maintenant, vous voyez le Rabbi lui-même. C'était quelque chose de... Cette année-là, en 73, le Rabbi est joyeux d'un bout à l'autre des fêtes. Et il le montre. Les chants qui accompagnent la prière, les nigunim, sont, contrairement à l'habitude, le plus souvent des nigunim joyeux. Le Rabbi encourage la joie. Tout passe. Arrive Yom Kippour. Alors que le Rabbi avait l'habitude de suivre la Chazara, ce jour-là, pendant toute la Chazara, le Rabbi ne faisait que dire des Teilim. Et ceci, bien entendu, n'avait pas manqué d'interpeller les Chassidim. Et puis, comme dans toutes les synagogues du monde, comme dans toutes les communautés du monde, les nouvelles filtrent peu à peu pendant le jour de Yom Kippour. La guerre a commencé en Israël. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. On sait comment elle sera meurtrière, combien elle va coûter de vie humaine et combien Israël sera fragile à un moment. N'oublions pas ces fameux mots du Rabbi qui, en pleurant au Farbrengen, ensuite, une fois que tout sera terminé, dira qu'on a sacrifié tant et tant de vies humaines. Il emploiera le mot de korbanot. Alors que faut-il faire? Eh bien, le Rabbi le dit. La solution, c'est la simcha. La solution, c'est la joie. On balayera tout par la joie. Au moment de la marche de Napoléon, et ça a été un moment incroyable parce qu'on a vu des jeunes enfants que leurs parents envoyaient vers l'habima du Rabbi parce que le Rabbi l'avait demandé. Et quand l'habima du Rabbi a été complètement entouré d'enfants, à ce moment-là, le Rabbi a chanté la marche de Napoléon. C'était impressionnant. Le talit du Rabbi est tombé plusieurs fois. On a vu le front à Kadosh du Rabbi sans talit. C'était impressionnant. Quand il y a eu la guerre de Kippour,
au Farwangen qui a suivi, le rabbi a dit que c'est comme c'est écrit dans la Gemara, Niba velo yadam ma'iniba. Il a prophétisé sans savoir ce qu'il prophétisait. Donc ça, c'était le premier volet de cette année-là qui était spécial à cause de la guerre de Kippour. Le rabbi a longuement parlé sur la guerre de Kippour, etc. Il y a eu Sukkot. Vous savez que le rabbi il avait arrêté de faire des Farwangen dans la soukha. Cette année-là, le rabbi, il fait annoncer qu'il parlerait ce soir. Tout le monde était très étonné, il allait parler où dans la soukha et tout. Et là on nous dit non, il parle à la choule. Il parle dans la synagogue. Donc moi j'étais dehors, tout le monde a été averti, passe de bouche à oreille, le rabbi parle ce soir. On a vite couru et on est rentré à la synagogue. Et le rabbi a fait une sikha. Il a fait une sikha, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il a dit il faut faire des Farwangen. Et c'est là où il a dit le fameux Umalahares Farwangen Savaye, que la terre sera pleine de Farwangen de Dieu. Et dans toutes les Sukkot, on a fait des Farwangen. Pour le Jean du Gros, Moulay nous a fait un Farwangen, mais c'était très difficile. Parce que toutes les cours, toutes les Sukkot étaient prises. Finalement, on a trouvé une Soukha qui était pas trop loin de Saint-Samenti. Je me rappelle qu'on lui avait dit à Moulay, quand on voulait visiter New York, à l'époque, on n'était pas des très grandes sadikim. Moulay, il a dit, vous savez, les pierres de Paris et les pierres de New York, c'est les mêmes pierres, seulement ils sont placés différemment. Il nous a dit, on vient pour étudier la Torah, progresser dans la Torah Mitzvot et devenir un chassid. Donc il y a eu Sukkot, donc tout le mois, on a fait des Farwangen. Donc moi, j'ai voyagé vraiment à la dernière minute. J'arrive chez le rabbi, on était juste avant le Teilim de Hoshana Rabbah. Donc je ne pouvais pas arriver après, c'était trop tard. On est rentré dans Yom Tov, on arrive au deuxième soir de fête, on arrive à Simchat Torah. Alors qu'est-ce qui se passe à Simchat Torah? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ce Simchat Torah où il y avait un monde fou, au Saint-Samenti, des milliers de personnes sur des gradins, c'est inimaginable, quoi. Comment les gens ils tenaient sur des box, des boîtes de lait. Ils se tenaient à 4 dessus, et ils se tenaient, tout le monde était serré, tout le monde voulait voir leur habit. Alors au milieu de la choule, ils avaient mis un carré avec des tables qui étaient déjà bien costauds. Quand leur habit descende, pour pas qu'on gêne, que leur habit puisse descendre tranquillement, etc. C'est la première fois qu'on voyait un chamboulement, un déménagement, une propriété de la place et ainsi de suite. Et moi j'avais une place sur le côté gauche. Sur le côté gauche, là, à l'endroit où il y avait des toilettes, actuellement c'est la cuisine, c'est là où il y a la cuisine. C'était une année où, pour une fois, j'étais arrivé à vraiment avoir une bonne place. À Simchat Torah, j'étais dans les pyramides en haut, j'avais vraiment une vision sur tout ce qui se passait. Moi, je me rappelle que j'étais pas loin, debout, près de la bima du rabbi. J'avais une très bonne place par rapport à Gafot, j'étais impeccable. Par contre, par rapport à la bima du rabbi, j'étais un peu loin. Donc j'ai eu du mal à entendre et à voir ce qui se passait. Il y avait des gens d'en bas jusqu'en haut. Mais comment on tient? Alors, on a mis des chaînes qui passent aussi par les Zrat Nashim. Et on se tenait pour ne pas tomber sur les autres avec la main en haut, accrochée entre le ciel et la terre. J'ai pris une place pour voir la café du rabbi. Et j'étais plongé en plein avec des Américains. Les Français étaient plutôt de la bima en face, de l'autre côté. On est tous éparpillés dans la choule. Il y en a qui sont près du plafond, il y en a qui sont près de la porte, il y en a un peu de tous les côtés. J'ai réussi à avoir une bonne place, mais comme j'ai des problèmes aux jambes, au bout de 2-3 cafotes, j'avais plus de force, j'avais mal aux pieds, je suis sorti un peu pour me reposer. Donc je me suis mis sur les marches de l'escalier à l'extérieur. Alors Simchat Torah, bien sûr, chacun est à sa place. Les hakafot se déroulent de la manière merveilleuse habituelle. Le rabbi est particulièrement joyeux, on l'a dit depuis le début de l'année. Dans cette année-là, le rabbi est spécialement joyeux. Ça a toujours été la grande position du rabbi, c'est la joie qui résout les choses, et ce n'est pas le contraire. Alors, on arrive à la 5e hakafa. 5e hakafa du soir de Simchat Torah,
1973. Cinquième Hakafa, alors, qui allait descendre dans la partie centrale, où avait lieu la danse, où avait lieu la Hakafa? Eh bien, il y avait des chassidim en vérité qui étaient prédésignés. C'était bien sûr des personnalités importantes, des vieux chassidim qui passaient prendre un Sefer Torah près du Haron et qui ensuite rejoignaient l'endroit d'Hakafot. Et il y avait le Rosh Hakafa, le chef de la Hakafa, si on peut dire, celui qui dirigeait, qui lançait un nigun, qui lançait un chant. Et tout le monde reprenait derrière et le rabbi encourageait depuis sa place et il y avait ainsi la Hakafa. Voilà, bon, jamais on s'attendait à ce qu'on ait une Hakafa ou qu'il y ait une Marseillaise, mais on passait Simchat Torah avec le rabbi pour avoir les cohotes de toute l'année. À cette cinquième Hakafa, les choses changent de manière totalement inattendue. Le rabbi a donné aux Français la cinquième Hakafa. Et donc le rabbi a appelé les Français. Alors, de tous les coins de la choule, tous les Français qu'on pouvait prévenir se sont précipités, approchés. On s'aperçoit qu'il y a des Français qui se dirigent vers l'endroit où se faisaient les hakafot, c'est-à-dire au centre de la synagogue. Et il y a des Bachorim qui nous ont dit « Toi, t'es Français, descends, le rabbi vous appelle ». Et donc on est descendu tant bien que mal en montant sur les têtes des gens. J'ai sauté de mon endroit, de la place où j'étais, en me disant je ne sais pas si la caisse elle va rester là quand je reviendrai. J'ai sauté, je me suis retrouvé sur l'habillement du rabbi. Moi je ne comprenais pas tellement yiddish, mais je comprenais, j'ai cru entendre plusieurs personnes qui disaient Französisch. C'était les Français. Donc qu'est-ce qui se passe? Oui, bah, les Français doivent aller au milieu, ils ont une hakafa. Alors les Français de partout où ils étaient, c'était impossible à avancer. Mais partout où ils étaient, on nous a portés sur les têtes des gens, on nous faisait avancer et tout. Alors bien sûr, tout le monde m'a dit, les Français, tu dois aller à la Hakafa, tu dois aller à la Hakafa. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai essayé d'avancer un maximum, mais devant moi, il y avait un mur, je n'arrivais pas à avancer. Et quand j'ai levé ma tête vers le rabbi instinctivement, et le rabbi était en train de me regarder avec un petit sourire, un léger sourire sur la bouche. Finalement, je suis arrivé à l'endroit de la Hakafa, mais je me rappelle tout de suite, ça restera toujours sur moi. Donc j'avoue que j'étais un peu ennuyé de quitter ma place pour descendre. Je n'étais pas sûr de pouvoir la retrouver par la suite. Et puis bon, voilà, les rangs étaient très serrés, et puis arriver à descendre, c'était pas du tout évident. Donc il y avait une seule solution, c'était de plonger, jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'endroit où se faisaient les hakafot. Lorsque tous les Français ont été réunis, certains se sont posé la question de savoir si on devait lancer un nigun, parce que souvent les gens qui étaient honorés pour faire une hakafa lançaient le nigun. On a lancé un nigun, pas nous, les gens de la choule, ils ont lancé un nigun, et le rabbi ne s'est pas retourné. Donc on a attendu un petit peu, finalement le nigun s'est arrêté puisque le rabbi faisait aucun signe qu'il l'acceptait. Et donc on a lancé un deuxième nigun. Et le rabbi ne s'est pas retourné non plus. Donc là les gens ne savaient plus quoi faire. Parce que les deux nigunim qui avaient été essayés, le rabbi ne s'était pas retourné. Donc il y a eu le silence. Mais soudain, le rabbi s'est retourné vers le kahal, vers l'assemblée, avec son sidour entre les mains. Alors tout le monde a fait chut, tout le monde a compris que le rabbi voulait lire un passage dans le sidour. Tout le monde s'est tu. Et à ce moment-là, le rabbi a commencé à chanter sur les paroles de Haderet Ve'aimuna, l'air de la Marseillaise. Alors, il faut savoir que nous, on est au centre de la choule, que le rabbi, il est tout à fait sur son estrade, et on a du mal, d'abord on a du mal à entendre. Sur place, ça a pris du temps qu'on a pu comprendre qu'est-ce qui se passe, de réaliser qu'est-ce qui se passe.
Et nous, les Bahourim sur place, et la même chose, n'en parlons pas, la majorité qui ont été là-bas sur place, ils n'ont rien compris de quoi il s'agit. Personne n'a compris ce qui se passe. C'était comme s'il apprend un nouveau nigoun, comme il dit nous aussi. Et on a entendu chanter un peu le rabbi, mais on entendait très mal, avec tout le monde qu'il y avait. Évidemment, personne ne comprenait quel chant c'était. Les Américains ou les étrangers ne savaient pas. Comme j'avais 22 ans à cette époque, un nouveau-né dans le mouvement Lubavitch, il y avait un peu la bougeotte. La bougeotte, on était un peu turbulent. Je n'ai pas hésité, j'ai crié « c'est la Marseillaise ». Moi, j'étais à côté de Rafi Asseraf. Il m'a dit le rabbi est en train de chanter la Marseillaise. Je dis chut, arrête. Alors tout le monde le fait taire, on dit chut, pas de bêtises, calme-toi. C'est ce qui lui arrivait. Qui aurait pu imaginer? Et à ce moment-là, tout le monde a dit, mais comment on peut dire une bêtise pareille? Mais un, il disait c'est un Marseillais, l'autre, il disait tais-toi, tu dis des bêtises. Et là, on a entendu que le rabbi chantait sur l'heure de la Marseillaise avec d'autres mots. Tout le monde était choqué. Et donc on s'est mis à chanter la Marseillaise. Je tends l'oreille, à un moment je me dis mais c'est la Marseillaise. Alors là j'ai oublié mon mal de pied, je me suis levé, j'ai couru parce que je me suis aperçu que on chantait la Marseillaise. Et donc j'ai vu que les Français étaient en bas, en train de danser. On était plus qu'euphorique, on était en l'air, Et alors là j'arrive, je dis je suis français, je suis français, je suis français. Et donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons chanté l'air de la Marseillaise entre chaque partie de la Aderet Ve'emunah que le rabbi chantait. Et là, les Chassidim qui étaient au milieu m'ont pris, et ils m'ont porté sur leurs mains, et ils m'ont fait descendre dans l'endroit où les Français dansaient. Quand la Hakafa est terminée, le rabbi demande que tous les Français viennent sur l'estrade du rabbi. Alors, pourquoi? Qui sommes-nous? Nous allons sur l'estrade, on se presse un petit peu pour ne pas trop se rapprocher du rabbi, et le rabbi demande qu'on nous donne un lechaim à chacun. Un petit verre de lechaim. Le rabbi disait toujours lechaim dans les farbringen aux gens qui lui tendaient leur verre. Mais il le disait, c'était très impressionnant à voir aussi, dans les farbringen, des centaines de personnes, milliers de personnes, il y avait 100 personnes d'un coup qui levaient leur verre et qui disaient lechaim au rabbi, pour recevoir le lechaim du rabbi. Le rabbi disait lechaim à 100 personnes ou 200 personnes en même temps. Et chacun avait le sentiment clair et net que le rabbi lui disait lechaim personnellement, qu'il l'avait regardé lui, il en était persuadé. Et là, on n'a pas eu besoin de cela. Le rabbi a attendu chacun, un après l'autre. Il a regardé chacun les yeux dans les yeux. Et face à face, comme cela, avec le sourire rayonnant du rabbi, il a dit à chacun lechaim. Et à ce moment-là, on passe devant le rabbi, et le rabbi, il fait un sourire qu'on se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Un sourire, les lèvres du rabbi sont aux oreilles. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu le rabbi sourire, mais là c'était... C'est quelque chose d'inimaginable. On ne peut pas oublier, c'est inoubliable, c'est pas possible. C'est un sourire qui t'accompagne toute la vie, c'est incroyable ça. Et on était émerveillés, ça montrait que le rabbi était content de ça. Il était content de ce qui se passait en France, etc. Lorsque les Hakafot se sont terminés, que le rabbi est sorti, tous les Américains ont attrapé un Français pour qu'il leur apprenne le nigoun. Et donc chaque Français avait un petit groupe d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine d'Américains qui étaient autour de lui pour apprendre le nigoun. Partout, tout le monde chantait, mais jusqu'à qu'on a appris, c'est pas facile. C'est nigoun. Moi je m'appelle Yael Khan, comment il dansait comme un grand chassid. Encore une fois, encore, sans arrêt. Le seul nigoun qui a été chanté pendant toute la nuit au 770, c'était à Aderet Ve'emunah sur l'air de la Marseillaise. Il n'y a pas eu d'autre nigoun.
qui a été chantée. Évidemment, le lendemain, dans la tfila, le Hazan a lancé Aderet Ve'emunah sur l'air de la Marseillaise. Au Farbringen, le rabbi a appelé Moulay de toute une longue sikha. D'abord c'était Moulay, après c'était le rabbin Azimov, après c'était le grand rabbin Azimov. Et Moulay, on l'a connu, plus il devait se montrer, plus il se cachait. Donc jusqu'à qu'il est sorti. Le rabbi demande que tous les Français se mettent sur un côté. Donc là pareil, on était éparpillés. En ce qui me concerne, j'étais complètement à l'autre bout de la choule. Alors il me fait signe d'avancer, d'aller jusqu'à la table. Il dit passe ici. C'était un peu délicat, mais enfin j'avais pas le choix, il n'arrêtait pas de me regarder. Et donc j'ai couru jusqu'à cette petite table et je suis passé comme ça en courant. Juste devant le rabbi, que moins d'1 mètre probablement la largeur de la table. Le rabbi m'a fait un grand sourire au passage. Puis j'ai réussi à rejoindre l'endroit. Et là, à ce moment-là, le rabbi, il a donné une bouteille de mashke à distribuer à tous les Français et qu'on va rechanter le nigun, enfin, où le rabbi il a lancé le nigun d'Aderet Ve'emunah. À la fin du nigun, le rabbi il a dit à Moulay qu'il va nous adresser quelques mots en français. Je vais adresser quelques mots en français. Ce papier, c'est ce que j'ai écrit moi-même, juste après la fin du Shabbat, quand on pouvait écrire. Et donc je l'ai écrit à l'époque, ce papier a 50 ans, ce qui explique qu'il soit un peu jauni. C'est pour faire la révolution en France contre le Yetzer Hara. As soon as possible, Besimcha, avec joie et inspiration. Et le bon Dieu vous bénira pour être Mekabel, Pnei Mashiach Tzidkenu Bekarov. C'est un papier qui dit exactement les mots que le rabbi a employés. Et Moulay, il a reçu donc une bouteille de mashke. Il a dit, le rabbi lui a dit, avec du blé, on peut faire 2 choses. On peut faire du mashke, on peut faire de la challah, du pain. Et donc ça, c'est pour les garçons. Et pour les filles, il a donné des chalot. Maintenant, Moulay, il était à sa place. Il est sorti. Il aurait pu attendre la fin du Farbringen, etc., pour reprendre sa place, écouter le Rebbe et ne pas rater une sira, parce que le rabbi a repris la parole. Lui, non. Il est sorti. Il est monté chez les femmes. Il a attendu de trouver une Française. Il a dit, va m'appeler toutes les Françaises. Toutes les Françaises sont sorties. Il leur a dit, allez vous laver les mains. Le rabbi vous a envoyé de la challah. Allez vous laver les mains, vous allez faire motzi. Elles ont toutes fait motzi. Tu vois pas qu'au Kosh el Bracha, le rabbi, il passe, Kosh Bracha, c'est tout de suite après le Farbringen. D'accord? Au Kosh el Bracha, Moulay, il passe, et le rabbi lui demande, tu as donné la challah aux filles? Ça, c'est pour exprimer le bitoul qu'avait Rav Azimov devant une parole du rabbi. Une parole du rabbi, c'était à la lettre. C'était, il n'y avait pas de... tout de suite. Alors, le retour en France était émouvant. On a loué un car pour y aller à l'aéroport. Le car ne voulait pas démarrer tant que le rabbi ne soit pas sorti nous dire comme ça, Hatzlacha. Mais on sentait une peine, une émotion chez le rabbi. C'est terrible. C'est magnifique. Donc on est arrivé à l'aéroport, miracle encore, on était en retard. C'est le pilote qui nous attendait à Kennedy. On était en retard et il fallait qu'il nous attende parce que nous étions quand même 30 voyageurs. Bon. Nous arrivons à Bruxelles, sur le transit pour repartir à Paris, on s'est mis à chanter tous la Marseillaise. Et quand on est arrivé à Paris, 3 jours après, le président de la République à l'époque, c'était Giscard d'Estaing, il a modifié
quelques notes de la Marseillaise. Oui, alors l'année d'après, je me suis marié. Et vers 11h, 11h30, les voisins ont porté plainte. Il y a du bruit, on n'arrive pas à dormir, etc. Et là, 5 ou 6 policiers qui rentrent. Et quand l'orchestre voit les policiers entrer, ils ont une idée, ils jouent la Marseillaise. Et quand les policiers entendent la Marseillaise, ils se mettent au garde à vous. Et là, il y a Roland Alouche qui va à côté d'un policier et il dit « Allez, venez danser avec nous ». Il prend son képi et il lui met son chapeau. Et les autres, ils sont suivis, on les a traînés, on a dansé avec eux. Donc il a dit « Venez, bon, on s'en va ». Et là, il y a eu une ambiance extraordinaire, ça a explosé. On a terminé le mariage à 1h du matin, ben plus d'1h du matin, c'était la première année de la Marseillaise jouée par un orchestre rabbin. Après 1973, après la Marseillaise, il faut savoir que le rabbi, à d'autres occasions, il a parlé ou il a fait chanter la Marseillaise. Et entre autres, un moment important, c'est quand Mendy Gourevitch l'avait organisé un voyage. Moi, je suis parti déjà un peu avant pour tout organiser. Et tout le groupe, ils sont restés là avec Shimon Lasri pour voyager vendredi matin avec l'Air France de 10h du matin. Mais à la dernière minute, ils ont annoncé qu'il y a la grève sur Air France et ça ne sera pas possible de partir. Sur place, le groupe, ils ont décidé qu'une chose pareille, on ne lâche pas. Mais à la fin de compte, on est venu pour Parashat Vayeshev. Le Shabbat après Parashat Vayeshev, tout le groupe, on leur a donné des places pour leur rib, ils étaient assis ensemble. Le rabbi a fait le Farbrengen dès le début jusqu'à la fin. C'était une chose, comme il vient de dire, qui n'a pas existé pendant toute la mission du rabbi. Qui est tout un Farbrengen, depuis la première sikha jusqu'à la dernière, le rabbi parle d'un seul sujet, son fat. Quelques jours ou quelques semaines après, la sikha est passée chez le rabbi pour être vérifiée, pour être corrigée. C'était à ce moment-là, moi j'étais à la rue Lamartine, au local. Moulay, il avait des appels toujours vers minuit. Et donc il a eu un appel, alors il a raccroché. Et puis il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te demander, il faut que tu me fasses quelque chose rapidement. Et le rabbi veut savoir, qu'est-ce qui se passe avec la Marseillaise? Et puis j'ai commencé à appeler toutes les administrations possibles et inimaginables. Donc au départ, je pensais que c'était le ministère de la Culture. J'ai appelé au ministère de la Culture. J'ai appelé l'Élysée. J'ai appelé aussi le ministère des Armées. Je pensais que c'était lié avec l'armée, je ne savais pas. Donc ensuite, on me dit non, non, il faut appeler la garde républicaine. L'orchestre de la garde républicaine, il était stationné à l'époque à l'Élysée. J'avais envoyé pas mal d'informations que j'ai essayé d'avoir. Au bout d'un moment, on m'a passé le chef d'orchestre de la garde républicaine qui s'occupait de la Marseillaise. C'était le colonel Boutry. Ah, il avait l'air intéressé. Il me dit oui, de quoi il s'agit? Donc je lui dis, bah, écoutez, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc je lui raconte l'histoire de Tishri chez le rabbi. Il était très intéressé, vraiment très intéressé. Parce qu'en fait, c'était lui-même qui était au cœur de ces modifications-là. Vous souhaiterez un petit peu plus pour les deuxième et troisième? Oui, c'est M. Giscard d'Estaing, le président de la République, qui m'a demandé de repenser cette Marseillaise parce qu'il trouvait qu'on la jouait trop rapidement et qu'elle n'avait pas un caractère solennel, comme un hymne, on doit l'avoir. Donc j'ai pris mon stylo, j'ai pris les notes qu'il m'a dit. Il faut savoir qu'en 1974, sous Giscard d'Estaing, on a modifié le rythme. En 1981, sous Mitterrand, on a remis le rythme depuis. On essaye de refaire une version modifiée encore de la Marseillaise, mais on attend le feu vert du président de la République. On attend que le président de la République accepte de nous recevoir. Parmi les personnes qui nous soutiennent, on a Madame Mitterrand, qui commence à me donner toute une liste de personnes, et il me dit on a réécrit en fait la Marseillaise en juillet 1990. Et donc on a envoyé tout ça chez le rabbi. Le rabbi a répondu, quand on lui a envoyé ça, le rabbi a répondu Tchouatren. Le rabbi a répondu qu'il fallait rentrer tout ça au bas de la sira. Et donc si on regarde aujourd'hui la sira, on verra qu'au bas il y a une note, et sur la note il y a ces points-là. Après la sira elle est sortie.
Et ben voilà, ça c'est la Révolution française. Ça veut dire que le Rabbi, il s'est accaparé ces terres de révolution dans la Touba pour le mettre dans la Kedusha. Et grâce à Dieu, le résultat, il est là. Parce qu'il faut bien savoir, mes chers amis, que Rav Moulay est rentré à Paris en mai 68. Mais là, la France, c'était pas ça. Il y avait une petite macolette pour tout Paris, un mikvé peut-être. Il n'y a pas de communauté juive. Hein. Maintenant, grâce à Dieu, il y a tout ce qu'il faut après. Grâce à Dieu. Comme on dit, grâce à Rav Moulay, grâce à ce que le Rabbi, toutes les forces que le Rabbi nous a données, c'est sûr que ce niveau d'El-Bomina, tout ce que le Rabbi nous a donné comme force, ça nous a aidé à progresser et à transformer la France. Et on comprend maintenant par quelle force tout a changé. Le Rabbi a donné la force pour faire la révolution contre les forces du mal et pour faire que cette révolution nous conduise à la venue du Mashiach. C'est sûr et certain que c'était la plus grande révolution. Tout le monde le voit avec les yeux ouverts du travail des shluchim.